Baèzre de Lanlay. Même les Anglais arrivent à prononcer ça. Ah oui. C'était qui? C'était Baèzre de Lanlay, c'était un je suis pas, un notable. Oui, un notable, je vais dire, un fonctionnaire ou un préfet actuel, hein, quelque chose comme ça. La touche un petit peu fleur blanche qu'on avait sur Saint-Romain était intéressante. Là, on va voir quelque chose d'assez différent. On sent qu'on est en fin de malo. Bon, non, on a assez. Oui, on peut enchaîner le gravier. C'est plein de gaz. Voilà, on a cette touche de malo, puisque là, on est à peu près à moitié de fermentation malolactique. Donc, je te coupe, Cyril, pardon, mais pour les clients qui ont acheté une pièce, est-ce que tu peux juste en quelques mots nous expliquer ce qu'est la fermentation malolactique et ce que ça apporte? C'est un processus tout à fait typique de l'élevage des vins, c'est-à-dire que lors de la fermentation alcoolique, on a des levures qui vont permettre la transformation du sucre du raisin en alcool, mais au cours de la vie du vin, après la fermentation alcoolique, il y a cette fois-ci des bactéries qui vont opérer une autre transformation, celle de l'acide malique, l'acide des pommes, cet acide un petit peu vert, un petit peu vif, en acide lactique. Donc, qui dit lactique dit lacté, beaucoup plus doux, beaucoup plus crémeux, beaucoup plus caramel aussi. Et cette transformation va abaisser l'acidité du vin et va véritablement permettre aux dégustateurs de mieux l'apprécier et puis ainsi que tout à chacun. Donc les vins peuvent être un petit peu plus vifs, un petit peu plus austères en début d'élevage. C'est pourquoi ce phénomène est très important dans l'épanouissement et la perception du vin. En plus de ça, comme toute activité fermentaire, ça va accroître aussi la complexité du vin. Donc en Bourgogne, traditionnellement, les fermentations malolactiques sont toujours recherchées, ce qui n'est pas le cas dans forcément tous les vins de France ou à travers le monde. Et sur les vins de Bourgogne, eh bien, ça permet encore d'accroître la complexité et puis d'arriver aussi à la meilleure expression des différents terroirs des grands blancs ou des grands rouges de Bourgogne. En termes d'arôme, Roland, Alain, qu'est-ce que vous ressentez, vous, comme ça, là, sur ces premiers nez ou en bouche? Sur ce morceau charme qui est Baèzre de Lanlay 2011 des Hospices. Bah, moi, évidemment, je retrouve toujours ce côté boisé, hein, qui est accentué par le gaz, qui fait que ça fait ressortir un petit peu le côté boisé. Le caramel avec un peu de toasté de beurré derrière, quoi. Et donc, le côté aromatique, c'est plus difficile à cerner maintenant, parce que quand c'est en cours de fermentation, que ce soit alcoolique ou malolactique, toujours les arômes sont un peu dispersés, quoi. Donc, les lits qui sont en suspension avec le gaz vont rentrer dans la composition aromatique et voilà, ça c'est pas ce qu'on recherche évidemment à ce moment-là. Je pense qu'il faut laisser le temps. Et ce qui est bon, c'est la rétro. Ce qui est important à ce niveau-là, au niveau de la bouche, c'est la rétro et la longueur en bouche. Là, on sent qu'on est vraiment sur un premier cru de très grande classe. Et puis bon, il y a le fait, comme tu le disais, effectivement, que c'est une période où le vin est en travail, donc il se déguste plus difficilement. Alain soulignait les éléments qu'on va percevoir sur la longueur, sur la trame du vin, qui nous laisse augurer finalement du potentiel du vin. Et il est certain que l'intégration du boisé dont tu parlais est importante aussi au moment de la fermentation malolactique. De même qu'il est important de faire les fermentations alcooliques sous bois, il est important aussi que les fermentations malolactiques s'opèrent sous bois dans l'esprit du mariage du boisé, chose qu'on n'a pas forcément lorsque ce sont des vins qui sont vinifiés et élevés en cuve, bien sûr, et qui pourraient être boisés par la suite. Ici, l'intégralité de cette vie du vin, de ces opérations, vont se passer avec l'ensemble des éléments constitutifs de l'élevage et vont permettre aussi leur intégration. Tout comme les lits, ce que tu soulignais, c'est que les lits
qui sont la décomposition des levures, et donc qui vont relarguer tout ce qui a été synthétisé par les levures au cours de la fermentation alcoolique, vont nourrir aussi le vin, vont nourrir aussi les bactéries lactiques dans leur travail de fermentation malolactique. Et l'ensemble de cette flore, lorsque effectivement sa vie se sera arrêtée puisqu'il n'y aura plus rien à transformer dans le vin, l'ensemble de cette flore va enrichir de tout ce qu'elle aura synthétisé, va enrichir également le vin. Donc c'est pour ça que le terroir et son expression, c'est forcément un lieu, des sols, un cépage, des hommes, et puis aussi toute une flore qui l'accompagne, et ça fait partie, c'est un des éléments constitutifs aussi du terroir, c'est la flore, et la flore indigène a fortiori. D'accord. Sur les blancs 2011, donc là on va être sur des élevages qui donc là on est vers le 11 juillet, le 11 juillet même. On est à quoi, mi-parcours à peu près, tout à l'heure vous parliez un petit peu en fonction des vins, on va être sur des élevages un peu courts, un peu longs, ça va dépendre. On sait un peu aujourd'hui comment ça va se passer? Nous, on est partisans vraiment de suivre chaque vin dans son identité et de ne pas faire de travaux systématiques. Donc on le soulignait tout à l'heure, les vins de Meursault vont probablement s'élever plus longtemps. Donc on le voit bien, les fermentations malolactiques sont encore en cours. Il est possible qu'avant les premiers froids, on puisse envisager d'emprisonner certains blancs et que d'autres poursuivent leur élevage au-delà du mois de février, ce qui est relativement assez classique. Donc on est dans une configuration où on va avoir des maturités qui vont être des maturités d'élevage qui vont être différentes, et on va échelonner et on va surtout déterminer, on va suivre ces vins pour déterminer le meilleur moment, le moment optimum pour nous pour stopper l'élevage et emprisonner le vin dans ce qui constitue pour nous son équilibre de vie d'élevage. Donc on a sur les vins rouges plutôt un fruit très intéressant, des choses assez friandes. On s'attendait à des élevages peut-être plus restreints que sur certains millésimes, et on se rend compte qu'il y a une très belle réserve, une belle tenue, des vins plutôt réducteurs. Donc on continue de suivre les évolutions, même si on profile la durée des élevages, on se laisse toujours guider par les développements qui sont apportés tout au long de l'élevage, et donc on ne va pas appliquer de raisonnement systématique, mais vraiment un suivi caractérisé par cru.